Monsieur le ministre, chers collègues, j'entendais tout à l'heure sur ce projet de loi de finances rectificative, sur les motions de renvoi, que finalement la seule contradiction apportée était sur la question du prélèvement à la source. C'est une question effectivement sur laquelle nous nous opposons, mais vous allez voir à l'explication de mon intervention que pour notre part, il y a bien d'autres raisons de refuser ce deuxième PLFR en très peu de temps, après celui qui nous a vu creuser le déficit de l'État de 5 milliards pour le rembourser aux détenteurs de revenus du capital. Je commencerai, cela dit, par quelques points positifs, notamment la division des intérêts moratoires par deux pour l'État et les particuliers. Bon, on peut regretter qu'il ait fallu finalement attendre l'affaire de la taxe à 3% pour réagir ainsi, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Dès lors que nous avions proposé cette mesure, il est évident que nous n'allons pas la remettre en cause aujourd'hui. Autre point a priori intéressant, en tout cas dans les mots, il semblerait que le gouvernement affiche l'intention de renforcer la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale par diverses améliorations de dispositifs existants. J'atténuerai, rassurez-vous, rapidement ce bon point en disant qu'il nous semble, et je vais y revenir après, que vous ne prenez pas l'ampleur de la gravité et de la gravité de la fraude fiscale dans ce pays après les affaires successives, LuxLeaks, Panama Papers et Paradise Papers, et des montants dont on sait qu'ils atteignent pour la France entre 60 à 80 milliards d'euros. Et encore, je ne parle pas des 20 milliards d'optimisation plus ou moins légale qu'indique le journal Le Monde dans son commentaire sur les Paradise Papers. Dernier point intéressant, c'est la volonté du gouvernement d'instaurer une taxation sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploration géothermique. Mais là encore un regret, il nous semble que les moyens ne sont pas en adéquation avec les objectifs de sortir des énergies carbonées d'ici 2040, comme le prévoit la loi. Bien. Passons maintenant aux sujets avec lesquels nous sommes en franc désaccord. Le premier est donc celui sur la mise en place de l'impôt à la ressource, sur lequel nous sommes opposés pour au moins 4 raisons. Le premier, c'est sa complexité, du fait de la très forte personnalisation de l'impôt sur le revenu français et de la prévalence du concept de foyer fiscal sur celui d'individu, mais aussi des multiples enjeux et formalités supplémentaires induites par l'année de transition. En tout état de cause, les citoyens ne verront pas leurs obligations déclaratives allégées, bien au contraire, puisqu'en réalité, ils seront toujours tenus au dépôt d'une déclaration annuelle et ils devront en sus vérifier que les prélèvements effectués par leur employeur correspondent à l'euro près au montant exigible. Plus grave, j'allais dire, son inutilité. En effet, pourquoi défaire ce qui fonctionne? La France dispose aujourd'hui, notamment grâce à son administration fiscale, d'un excellent taux de recouvrement en matière d'impôts. Je vous rappelle qu'il est en année N+1 de 99,4% et que notre pays est en pointe en termes de déclarations pré-remplies, de prélèvements mensualisés automatiques et de procédures en ligne, y compris de paiement, à la grande satisfaction de la quasi-totalité des usagers. Nous considérons enfin que ce prélèvement à la source est dangereux au regard du respect de la confidentialité des données de nos concitoyens, que nous proposerons ainsi de garantir par un amendement renforçant les sanctions en cas d'utilisation de ces données. Le prélèvement à la source représente en effet une rupture de la logique française de confidentialité des revenus privés. Peu de contribuables s'en rendent peut-être compte aujourd'hui, mais la réforme envisagée peut impliquer de fournir à son employeur sa situation familiale ou ses revenus patrimoniaux. Enfin, c'est un dispositif qui est coûteux. Coûteux d'abord pour les finances publiques. Partout où on l'a vu appliquer, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation par rapport à un impôt prélevé, j'allais dire, de manière classique. C'est des coûts lourds pour l'administration, tenu non seulement d'adapter son organisation et ses logiciels déclaratifs et de paiement, mais aussi de lancer d'importantes campagnes de sensibilisation, d'information en direction de multiples publics. Enfin, c'est coûteux pour les entreprises, car ces dernières vont devoir supporter une partie de la complexité associée à la personnalisation et à la progressivité de l'impôt, à moins que l'on ne veuille à terme remettre en question la progressivité de l'impôt, et on peut se demander si ce n'est pas finalement la logique de ce procédé, donc de la progressivité de l'impôt sur le revenu français. Cela va également provoquer des coûts lourds d'adaptation de leur organisation et de leur logiciel de paye, comme le révèle le rapport du Sénat publié en novembre 2016. Et enfin surtout,
Cela induira des coûts de gestion non négligeables qui frapperont au premier chef les petites et les moyennes entreprises, fortement créatives de croissance et d'emploi, mais déjà fragilisées. En résumé, c'est complexe, inutile, coûteux, dangereux, peu transparent, ce qui effectivement fragilise la question du consentement à l'impôt, qui est la base de l'équilibre d'un impôt républicain. Et nous avons donc beau chercher, nous ne trouvons aucun avantage, si ce n'est pour ceux qui, finalement, prestataires externes, vont avoir la charge et la préparation de sa mise en œuvre avec des contrats à la clé de plusieurs dizaines de millions d'euros trébuchants. Je dois ajouter que ce dispositif, à terme, risque fort de fragiliser l'administration fiscale. L'autre grand sujet dont vous ne preniez pas du tout la mesure, enfin en tout cas pas à la hauteur, je l'ai dit tout à l'heure, du risque, c'est celui de l'optimisation et des fraudes fiscales. Au nom du droit européen, vous allez vers un régime de fusion qui porte sur les conditions d'accès au régime dérogatoire de l'imposition des plus-values effectuées en cas de fusion. Auparavant, chacun sait que les sociétés voulant bénéficier de ce régime spécial devaient obtenir un agrément ministériel. Désormais, elles n'en auront plus besoin et ne seront finalement soumis qu'à une amende absolument dérisoire. Nous avons essayé de l'augmenter un peu par un certain nombre d'amendements en cas de non-déclaration d'accession à ce régime spécial. C'est en fait la porte ouverte, il faut le dire, à toujours plus d'optimisation fiscale pour les sociétés qui pourront user de ce régime de manière généralisée pour échapper à l'imposition de leur plus-value en cas de fusion. Je n'ai pas le temps de détailler toutes les dispositions que vous prenez et qui ne servent à rien ou qui freinent la lutte, mais elles ne sont pas à hauteur des enjeux, à moins de considérer que les nouvelles dispositions existantes le sont. Je parle par exemple de celle qui a vu HSBC récemment être pénalisée de 300 millions d'euros, alors que cette même banque avait fraudé en termes de blanchiment pour fraude fiscale à hauteur d'1,6 milliard d'euros, ce qui consiste finalement à dire à quelqu'un qui pille une banque qu'il va être taxé de 20% de son butin, de garder le reste du butin et de pouvoir continuer à exercer tranquillement son activité. Je rappelle que la même HSBC, au passage, en 2012, avait été taxée de 1,9 milliard aux États-Unis, où manifestement on est moins coulant avec la question du blanchiment d'argent. C'est un exemple pour dire que les choses ne sont pas au niveau où elles devraient être, et c'est pour ça que nous allons proposer des amendements, un amendement sur le délit d'incitation à la fraude fiscale et un autre que nous remettons sur le tapis, qui nous semble nécessaire, même si j'ai bien compris qu'une mission était en cours, dans laquelle je fais partie, mais les questionnaires que nous avons pu voir montrent que le problème n'est pas pris dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens où il devrait être, c'est-à-dire la suppression du verrou de Bercy, cette juridiction spéciale qui permet à beaucoup de délinquants fiscaux de finalement échapper à la justice. Enfin, sur l'impératif écologique, nous sommes favorables au principe du pollueur-payeur, mais manifestement, si l'objectif affiché du gouvernement conduit dans la loi hydrocarbures est de sortir des énergies carbonées en 2040, il faudra largement accélérer ce processus pour qu'il soit atteint. Dernier point, dans la minute qu'il me reste, c'est la question du 1,5 milliard mis de côté à l'avance sur la question des Jeux olympiques. Nous l'avons dit, nous ne comprenons déjà pas pourquoi les sociétés et les organisateurs des JO bénéficieront finalement d'exonération fiscale avant même de savoir si elles feront des bénéfices sur les JO. L'article 33 prévoit du coup une garantie de 1,2 milliard pour, dit-il, le fait que les JO n'aient pas lieu, mais n'aient pas lieu de manière partielle. On aimerait savoir ce que veut dire le terme partiel sur cette annulation des JO. Et on voit bien là qu'on ouvre quelque chose d'extrêmement dangereux qui verrait l'État garantir une perte financière pour les Jeux olympiques. Je rappelle que tous les Jeux olympiques, depuis plusieurs décennies maintenant, sont tous malheureusement déficitaires. Tout cela nous fait dire que ce PLF, qui n'améliore par ailleurs en rien le projet de loi de finances que nous avons dénoncé comme particulièrement austère et inégal, contient des mesures qui ne sont pas seulement des mesures techniques, qui sont des mesures structurelles, qui pour nous ne vont pas dans le bon sens. Et c'est pour cela, à moins que nos amendements soient adoptés, que nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel. La parole est désormais à Monsieur Fabien Roussel.